Non, non, je suis ravi d'avoir été comparé à un iguane cavalant sur une boule à disco. Mais non, bah c'est voilà, c'est ça en fait qu'on essaye de mettre en avant, c'est ce genre de propos qui effectivement nous rappelle l'importance de la lenteur, l'importance de prendre le temps de réfléchir. Et le principal problème de la société actuelle, quel que soit le pays où on soit, c'est quand même effectivement la course d'abord à l'argent et la course tout court, c'est qu'on prend plus le temps de vivre. Et ce que j'aime avec des gens comme Sylvain et la majorité de nos auteurs, en fait, ce sont des gens qui prennent le temps qui prennent le temps tout simplement. Le temps de contempler le monde. Effectivement, comme le disait Sylvain, c'est très vrai, c'est que le monde est extrêmement complexe, mais tant mieux. Pourquoi s'évertuer à simplifier ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est le jour où tous les hommes seront les mêmes, où serons tous des robots, là, pour le coup, on préférera être vraiment un iguane qui survit sur son îlot rocheux sous un cactus. On sera beaucoup mieux dans cet état-là que dans une société telle qu'on nous la prépare actuellement. C'est ça aussi qu'on essaye de raconter avec des sujets qui traitent l'actualité de manière totalement décalée. C'est pour éclairer. En fait, on ne traite pas l'actualité, mais parfois, en ne la traitant pas, on la devance. C'est parce que c'est pour des gens qui sont sur le terrain en permanence, comme le sont nos auteurs, nos photographes, ce sont des gens qui ont des antennes. Et grâce à ces antennes, on peut capter l'air du temps. On peut savoir ce qui va se passer dans un an ou dans 2 ans à l'échelle mondiale. C'est pas très compliqué quand on est vraiment à l'écoute du monde, ce que les journalistes enfermés dans des bureaux ne voient plus, ne peuvent pas comprendre. Quand on est enfermé devant des écrans et qu'on se contente de suivre le fil AFP et de se copier les uns les autres, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc comment peut-on expliquer le monde actuel avec des médias trop rapides et faits par des gens qui ne prennent pas le temps de sortir de chez eux et d'aller à la rencontre des gens? Et c'est justement en prenant les phénomènes historiques et sociétaux par le petit bout de la lorgnette qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre un pays. C'est ce qu'on essaye de faire avec des sujets qui en apparence ont l'air anodins, mais quand dans notre dernier numéro, un auteur qui s'appelle Caroline Lafare, qui vit en Australie, qui est journaliste là-bas, quand elle nous raconte l'assassinat d'un dromadaire dans le désert australien, ça peut paraître anodin, ça peut paraître anecdotique, mais cette histoire-là nous permet de comprendre ce qui se passe en Australie aujourd'hui. Ça nous permet de raconter un pays qui est en fait immense et comment vivent les gens dans le bush australien. On ne peut pas le comprendre si on ne va pas sur place et si on ne prend pas une petite histoire comme ça qui a fait la une des journaux australiens dont on n'a jamais entendu parler en France. Pour nous, à nos yeux, c'est une histoire qui permet de comprendre un pays, de comprendre la mentalité des habitants, de comprendre cette espèce de Far West incroyable qui est l'Australie aujourd'hui. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye à chaque fois de choisir comme ça des sujets pour traiter de façon totalement décalée de l'actualité, pour raconter comment vivent les peuples à l'autre bout du monde. Et si on s'amuse à lire, ce qui prendra quand même pas mal de temps, l'intégralité de nos articles, on se rendra compte que la plupart se répondent les uns les autres. Il y a des passerelles d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un sujet à l'autre. Il y a énormément de passerelles on retombe toujours sur les mécaniques de la civilisation actuelle, de la mondialisation, et que les questions que nous posons, nous, en France, en Europe aujourd'hui, les gens se les posent dans le monde entier, que ce soit au Tibet, qui est menacé les villages sont menacés par la chute, enfin la fonte des glaciers. Sylvain avait fait un magnifique reportage au Groenland dans notre numéro 3 pour expliquer les problèmes du climat actuel. On avait intitulé ce dossier Foutu climat, parce que c'est vraiment le cas. Et on avait envoyé en même temps un écrivain que j'apprécie également beaucoup, qui s'appelle Julien Blangras, qui était à l'autre bout du monde. Il était aux îles Kiribati. Donc en mettant en face à face le reportage de Sylvain au Groenland et le reportage de Julien Blangras à l'autre bout du monde, donc au Kiribati, c'est dans le Pacifique, on s'aperçoit que les deux problèmes sont liés. Et je pense qu'en mettant comme ça deux articles sur ces deux problématiques, avec les atolls menacés de disparition par la montée des eaux, et à l'autre bout du monde, la fonte des glaciers, là on comprend, je pense, beaucoup mieux par cette image, à l'échelle mondiale. En une seule image, on comprend toute la problématique du changement climatique. Alors que quand on nous l'explique dans les médias traditionnels, je pense que personne n'y comprend rien en fait.
beaucoup plus. On nous explique d'une telle manière que, en fin de compte, on finit par croire qu'il n'y a pas vraiment de changement climatique, alors que, bon, d'après les spécialistes, il est quand même toujours là. Quoi qu'en disent les scientifiques financés par les industriels. Alors, je vais rajouter quelque chose qui est davantage d'ordre psychologique que d'ordre analytique et qui est une toute petite digression sur l'état d'esprit dans lequel les voyageurs voyagent, et notamment ceux auxquels Tristan Savin demande des contributions. Il me semble que le voyage est considéré, peut-être aujourd'hui, notamment dans nos temps de crise, comme un luxe, comme une lubie, comme un caprice, comme une chance, comme un privilège. Et je crois qu'il faut corriger cette idée en se disant que beaucoup d'entre nous, et probablement d'entre vous, car la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au voyage, peut-être êtes-vous des voyageurs, peut-être savez-vous que c'est parce que l'on voyage que l'on connaît le monde, ça n'est pas en restant assis et en compulsant des dossiers ou en étant les serviteurs de cette illusion qui s'appelle l'Internet que l'on va connaître le monde, mais plutôt en allant essayer d'expérimenter ce qu'on cherche à connaître. Il me semble que les voyageurs sont regroupés évidemment sous une bannière magnifique qui est l'envie de connaître, le goût de l'horizon, le désir d'aventure, mais aussi quelque chose qui est du domaine de la malédiction. Il y a eu un écrivain voyageur anglais qui s'appelait Bruce Chatwin, qui probablement aurait été un ami de Tristan si les générations ne l'avaient pas ravi. Peut-être d'ailleurs l'as-tu connu. Non, non, hélas, j'aurais été ravi de le rencontrer et surtout de le publier. Bruce Chatwin, qui est mort dans les années 80 ou 90, qui était un voyageur anglo-saxon anglais et qui parlait du voyage comme une malédiction. Et je crois profondément à cette idée que lorsqu'on est atteint de ce virus du voyage, mais qui n'est peut-être pas un virus, qui est peut-être au contraire non pas une maladie mais une vertu, qui est la certitude de savoir que si l'on veut connaître, il faut aller voir, comme disait Ella Maillard. Bruce Chatwin était persuadé qu'il était atteint d'une maladie qui l'empêchait de rester assis plus de 2 heures au même endroit. D'ailleurs, on ne va pas tarder. Et Bruce Chatwin avait inventé cette merveilleuse formule qui était la malédiction du voyage. Il disait, voilà, moi je suis atteint d'une maladie qui m'empêche de rester assis, qui m'oblige à partir. Alors évidemment, il faut avoir il faut être doté, je ne sais pas si c'est un don ou un virus, mais il faut être affublé d'une certaine force vitale qui vous empêche de rester assis, de toujours avoir envie de partir, de toujours avoir envie de se lever, comme si votre âme, ou votre esprit, ou votre cœur était saupoudré de poils à gratter, qui vous empêchait de rester en place, de rester assis, vous obligeait à partir. Et c'est une malédiction. Et tous les auteurs, j'ai remarqué ça, moi, à la lecture des revues, des 6 numéros, n'est-ce pas? Les 6 numéros de long cours, j'ai remarqué que tous ces auteurs, qu'ils soient des écrivains, des analystes, des spécialistes, des artistes, des poètes, enfin tous ces gens, toute cette communauté, cette confrérie que Tristan Savin réussit à congluer autour de lui, toute cette confrérie sont des gens, est formée par des gens qui sont atteints de cette maladie du voyage, cette malédiction qui amène les gens à prendre la piste, à partir toujours, comme si le voyage était une école. Et je crois profondément à cette idée que la route, la piste, le chemin vous en dit beaucoup plus que l'étude. Alors évidemment, c'est facile à dire, il faut évidemment avoir beaucoup lu, beaucoup appris, il faut avoir acquis les bases, les fondements de la pensée, de la culture, pour ensuite aller confronter cette accumulation de connaissances à l'expérience. Mais je crois profondément à la valeur et à la vertu du voyage, de la route, de la confrontation à l'autre. Et je crois, j'ose espérer, que c'est le rôle de la revue de Tristan. Voilà, mais je crois beaucoup à cette idée de la malédiction du voyage, cette chose qui fait que tout à coup, quelque chose vous prend et vous oblige à partir. Donc partez, hein, c'est... va rester un petit peu. On attend Olivier Weber, qui j'espère va arriver.
Mais oui, voilà, je suis totalement d'accord, évidemment. Moi-même, j'ai eu la chance de voyager pendant longtemps et pour moi, c'est une drogue, le voyage. C'est l'adrénaline, en fait. L'excitation que procure l'inconnu et parfois la peur aussi de se retrouver confronté à l'inconnu, c'est une excitation absolument fabuleuse. On a participé, Sylvain et moi, à un ouvrage qui est sorti il y a 6 mois, qui s'appelait L'aventure pourquoi faire, avec quelques amis comme Jean-Christophe Ruffin, Olivier Frébourg et d'autres. Et nous avons chacun fait une petite... on nous a demandé une réflexion sur ce que c'était l'aventure aujourd'hui. Et bon, l'aventure, évidemment, est complètement liée au voyage. Mais il y a toujours cette notion de risque qui est vraiment fondamentale. Et on était, je crois, tous d'accord là-dessus. On était une dizaine d'auteurs. Nous avions tous un peu cette conclusion que le risque est fondamental aujourd'hui. Si on a peur, on ne fait rien. La vie n'a plus aucun intérêt si on reste terré chez soi. Et que je pense que l'un des pires sentiments, c'est la peur. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et c'est ça en fait la notion de l'aventure d'un point de vue, je dirais, un peu intellectuel. Et le besoin, le désir de voyager. Le voyage, c'est pas le tourisme. Le voyage, c'est pas partir avec la frame au bord d'une piscine pour revenir avec un cancer de la peau. C'est pas ça. C'est le voyage, c'est vraiment prendre des risques, prendre le risque d'aller à la rencontre surtout des autres, des inconnus. C'est suivre quelqu'un qui va vous inviter chez lui. Si on a peur des gens, on dit non, je viens pas chez toi, mais on connaîtra pas le pays. Moi, une fois, j'étais resté coincé, notre avion était en panne, j'étais à Bali, j'étais resté dans un hôtel payé par la compagnie aérienne pour nous dédommager, et j'ai discuté avec quelqu'un qui était coincé lui aussi dans l'hôtel et qui m'a dit vous êtes à Bali depuis combien de temps? Je lui ai dit ça fait 3 semaines. Il me demande ce que j'ai fait, je commence à lui raconter mon voyage, il me dit vous avez vu ça, vous avez fait ça, mais on m'en avait pas parlé. Et lui m'a répondu moi j'ai passé 3 semaines au bord de ma piscine. Il avait, en 3 semaines, rien vu de Bali. Et il connaissait même pas les spécialités culinaires, il n'avait pas vu les danses, il n'était pas allé voir les temples. Il avait l'impression d'être en vacances, mais il était au bout du monde, dans un pays qui, quand on part aussi loin, ça vaut très cher. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas resté chez lui. Ça n'avait aucun intérêt d'aller à Bali, quand même, un endroit paradisiaque, pour rester au bord de sa piscine. Donc ça, c'est vraiment l'anti-voyage. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et voilà, donc les gens à qui nous demandons des textes à long cours, pour long cours, ce sont des gens qui, eux, vont vraiment sur le terrain. J'espère qu'Olivier Weber pourra vous raconter tout à l'heure son aventure à Macao. Il y était il y a une dizaine de jours pour le prochain numéro de long cours. Et il est allé rencontrer les gens des mafias, il a discuté avec des joueurs, il est allé dans les casinos, il est allé dans les tripots, dans les bordels. Il a fait un vrai travail à la fois de journaliste et je dirais d'écrivain. C'est ce que faisaient des écrivains comme Kessel, London et toutes ces grandes plumes de la tradition de l'écrivain voyageur. Ce sont des gens qui vont vraiment au-devant, pas forcément du risque pour le risque, mais qui vont vraiment sur le terrain et qui se confrontent au monde réel.